Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo consacrée aux travaux que nous allons réaliser sur l'algorithme de Johnson. Le cas qui va nous occuper, ce sont 4 pièces P1 à P4 devant passer successivement sur 4 machines MA à MD. Et la question est, quel est l'ordre de passage, l'ordonnancement, qui nous permet d'obtenir le délai de réalisation le plus court possible? Une solution avancée par l'algorithme de Johnson et imagée par ce Gantt nous révèle que le tout serait réalisé en 26 unités de temps et que l'ordre de passage serait la pièce P4 en premier, suivie de la pièce P2, puis P3 et enfin P1. Alors, comment aboutir à ce résultat ? Alors, je vous invite tout de suite à télécharger le fichier qui se trouve en bas dans le lien si vous voulez réaliser en même temps les opérations qui seront décrites à l'écran. Que dit l'algorithme de Johnson? Comment faire? Nous devons réaliser en premier, et ce pour chaque pièce, la somme des n-1 premiers temps opératoires, c'est-à-dire de MA à MC, puis la somme y des n-1 derniers temps opératoires, tous les temps sauf le premier, réaliser le rapport x sur y, et l'ordre de passage correspond à l'ordre croissant de ces résultats obtenus. Réalisons cela tout de suite. Comme la formule va être identique pour toutes les pièces, je sélectionne la plage, donc égale somme des premiers temps opératoires sauf le dernier, et nous validons par contrôle-entrée. En Y, je pourrais réécrire la formule, mais je m'aperçois que 1. La formule est décalée d'une case vers la droite, ainsi que toutes les cases de sélection. Donc je prends la poignée et j'étire vers la droite. À noter que j'aurais pu tout sélectionner et écrire directement la formule ici. Excel m'avertit que j'omets des cellules adjacentes, c'est normal, donc nous allons cliquer sur ignorer l'erreur et bientôt nous allons voir à quoi correspondent ces cellules. Réalisons tout de suite le rapport x sur y égale donc x divisé par y, nous validons bien entendu toujours par contrôle-entrée. Et avant d'affecter un rang à toutes ces cellules, où nous voyons que c'est bien la pièce P4 qui passerait en premier, nous allons créer une pièce fictive dénommée P0, dont tous ces coefficients, tous les critères sont égaux à 0. Donc égale 0, contrôle-entrée. Alors pourquoi je crée une pièce fictive? C'est que quand nous allons remplir ce tableau avec des formules, nous faisons appel des fois à la pièce précédente. Or la première pièce à passer ici, en l'occurrence P4, n'a pas de pièce précédente. Donc soit je crée plus tard des formules spécifiques pour la première pièce, et je ne sais pas laquelle c'est, puisque si je change les temps opératoires, ce sera certainement une autre, ou soit je crée une pièce fictive et j'assure l'homogénéité de toutes mes formules. Pour affecter un rang à des cellules, existe donc la fonction rang. Donc égale rang. Je ne peux pas cliquer dans la cellule. Donc soit je l'écris en dur, ou comme elle se trouve juste une case à gauche, j'appuie une fois sur la flèche de gauche dans le pavé directionnel, je récupère ma cellule. Pareil, les références, je vais les prendre d'en bas puisque je ne peux pas cliquer dans la cellule du haut et je fiche tout cela par F4. Dernier paramètre, ici c'est l'ordre croissant qui nous intéresse, donc 1, et nous validons toujours par contrôle-entrée. Alors il se peut que ce rapport produise, suivant les temps opératoires, des égalités. Exemple, si je prends sur 3 machines 1, 2 et 4, je vais obtenir 3 sur 6 coefficient 0,5 et si je prends 2, 3 et 7, je vais obtenir 5 sur 10, pareil, coefficient 0,5. Dans ce cas, un second critère de sélection pourrait être la somme des temps opératoires, c'est ce que nous allons faire. Égale somme de tous les temps opératoires et nous validons par contrôle-entrée.
De même, nous affectons donc un rang à ce second critère. Alors nous nous retrouvons pareil avec le même cas, hein, nous ne pouvons pas sélectionner donc flèche de gauche. Et là pareil, nous prenons vers le bas et nous figeons tout cela avec F4. Et toujours l'ordre croissant et nous validons par contrôle-entrée. Enfin, en cas de malchance, hein, vraiment, encore une égalité sur les mêmes pièces, chose que je n'ai jamais vue. Dernier critère, nous prenons le temps opératoire de la première machine. Dans ce cas-là, pas d'opération à effectuer, nous affectons directement la fonction rang. Rang, donc le temps opératoire sur la première machine. Nous sélectionnons toute cette plage que nous figeons par F4 et toujours dans l'ordre croissant et nous validons par contrôle-entrée. Pour obtenir un nombre unique, maintenant, je vais additionner ces trois critères mais en multipliant le premier par 100 et le second par 10. Alors je peux faire comme cela parce que j'ai strictement moins de 10 critères. Imaginons que j'ai jusqu'à 99 critères. Il eût fallu que je multiplie le premier par 10 000 et le second par 100 afin que les valeurs ne se chevauchent pas. Alors, égal premier critère multiplié par 100 plus deuxième critère multiplié par 10 plus le dernier critère, toujours pareil, je ne peux pas cliquer, donc flèche de gauche et nous validons par contrôle-entrée. Maintenant que nous avons obtenu un nombre unique, ici, dans la colonne ref, nous allons affecter un rang à ces critères. Égal rang, donc de la première cellule, nous prenons toute la plage que nous figeons par F4 et toujours l'ordre croissant et nous validons toujours par contrôle-entrée. Donc ceci constitue l'ordre de passage des pièces. Bien entendu, c'est la pièce fictive P0 qui passe en premier. Alors maintenant, nous allons pouvoir commencer à écrire nos formules. Nous allons énormément utiliser les fonctions index et equiv. Donc si vous ne les maîtrisez pas, je vous invite à passer sur le tuto support à cette vidéo. Sinon, vous pouvez continuer avec moi. Alors quand même avant, il va y avoir trois petits travaux préparatoires à effectuer. Premièrement, nous allons faire référence énormément aux valeurs se trouvant ici, à savoir les temps opératoires des pièces dans les machines. Donc nous allons nommer cette plage. Alors il existe plusieurs façons de nommer des plages de cellules dans Excel. Nous allons toutes les passer en revue. Première façon, donc nous sélectionnons toute la plage, nous allons dans l'onglet Formule qui est spécifique à Excel, Gestionnaire de nom, nous cliquons sur Nouveau. Ici en haut, donc on va mettre le nom gamme. Nous voyons qu'en bas, il a bien rapatrié les cellules sélectionnées et nous cliquons sur OK. À noter que dans cette plage, vous pouvez également, ultérieurement, soit modifier ou supprimer les plages de cellules nommées. Nous cliquons sur Fermer. Autre technique pour nommer une plage, là nous allons nommer successivement toutes les colonnes et nous allons les nommer avec la valeur qui est inscrite dans l'entête des colonnes. Donc nous sélectionnons la colonne, nous cliquons droit, définir un nom, nous voyons que le nom est rapatrié, c'est la première cellule, il nous suffit de cliquer sur OK. Donc nous allons faire de même pour toutes les colonnes. À ce stade, donc, nous avons cette plage nommée, tout le tableau, ainsi que les 6 colonnes. Maintenant, il va me falloir la ligne d'entête. Si je pratique la même technique, ici, il ne me donne pas de nom. C'est normal parce qu'il voudrait me mettre ref, et la plage ref existe déjà, c'est la première colonne. Alors, il existe une dernière technique. Excusez-moi.
Hop, il existe là une dernière technique. Nous sélectionnons la plage. Nous allons dans le sélecteur en haut à gauche et nous inscrivons le nom. Ici, nous allons appeler cela en tête. Et il faut bien valider avant de sortir de ce sélecteur en appuyant sur la touche Entrée. Autre travail préparatoire, il nous faut rapatrier ici les références dans ce grand tableau. Les références constituent l'ordre de passage. Donc là, je sélectionne, égale la première cellule, CTRL Entrée. Et enfin, dernier travail préparatoire, tout comme j'ai créé une pièce P0 fictive, et créé une machine M0 fictive dont tous les coefficients sont égaux à 0. Donc je sélectionne toute la plage de cellules, égale 0, CTRL Entrée. Alors pourquoi la machine M0? Pour la même raison que la pièce P0, des fois dans les formules, je vais faire appel à la machine précédente, la machine MA n'en a pas, donc cela va m'assurer l'homogénéité de toutes mes formules. Alors, à quoi correspondent ces en-têtes? DISP-M, c'est la disponibilité machine. La machine est disponible pour fabriquer une pièce. DISP-P, la pièce est disponible pour être fabriquée. Ici, nous inscrirons le début de fabrication de la pièce sur la machine. TO, le temps opératoire que nous allons rapatrier à partir du tableau que nous avons nommé gamme. Ici, la fin de fabrication. Et DISP correspond à un éventuel temps d'attente de la machine, c'est-à-dire que la machine était prête pour fabriquer une pièce, mais elle attend la pièce. Alors maintenant, intéressons-nous à la disponibilité machine et à la formule à renseigner. Je vais vous exposer ma méthodologie. D'abord, je me pose une question ou une série de questions simples. J'y réponds littéralement et les réponses sont transcrites en formule Excel. Question à se poser, quand est-ce qu'une machine est disponible pour fabriquer telle ou telle pièce? Réponse, elle est disponible quand elle a fini de fabriquer la pièce de référence juste inférieure, la référence étant l'ordre de passage. Ici, je suis dans la pièce de référence 5, il va falloir que j'aille récupérer la valeur qui se trouve ici dans la colonne fin de la pièce de référence 4. Oui, mais certains vont me dire, admettons que la pièce, là, cette pièce-ci, là, de référence 4, ne passe pas par cette machine. De plus, ils auront tout à fait raison, puisque si je regarde le tableau gamme, il y a bien des temps opératoires qui sont égaux à 0. Eh bien, dans ces cas-là, j'irai récupérer la valeur de la disponibilité machine pour cette pièce de référence 4. Nous venons de dire ce que nous voulons faire, transcrivons-le. Comme la formule va être identique pour toutes les pièces, je sélectionne la plage de cellules, sauf la pièce, bien entendu, de référence 1, la pièce fantôme. Condition à tester au départ, égale si. Ensuite, il va falloir que nous allions chercher une valeur, le temps opératoire de la pièce précédente. Donc, qui dit recherche de valeur dit fonction index. La matrice, eh bien, ça se trouve ici, dans les temps opératoires. Alors, quand je vais changer de machine, il va y avoir un décalage en colonne qui va suivre, pas de souci. Par contre, il va falloir absolument figer les lignes, 2 fois sur F4. Le numéro de ligne m'est donné par la position de la référence juste inférieure à celle où je me trouve. Donc, qui dit recherche de position dit fonction équive. Équive, valeur cherchée, la référence, toujours dans la colonne A, donc 3 fois sur F4 pour figer la colonne, moins 1, puisque je recherche la référence inférieure. Le tableau de recherche, c'est toujours dans la colonne A. Les références sont toujours ici. Donc ça, je peux le figer par F4. Et bien entendu, je recherche la valeur exacte, donc 0. Je ferme ma fonction équive, je peux fermer ma fonction index et j'ai rapatrié la valeur et je vais tester cela. Je le teste par rapport à 0. Valeur si vraie, là ça veut dire que la pièce précédente ne passe pas sur cette machine. Je rapatrie donc
la disponibilité machine de la pièce de référence inférieure. Or, qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois que je vais refaire exactement la même formule, sauf que c'est la plage de la fonction index qui va changer. Donc, eh bien, je vais copier cette formule maintenant, copier, la rapatrier après le point virgule, coller, et juste changer cette plage. C'est pas le temps opératoire, supr, hein, c'est la disponibilité machine. Et pareil, je fige les lignes 2 fois sur F4. Point virgule à la fin, valeur s'il faut. Donc la pièce précédente, hein, de référence juste inférieure, est passée par la machine. Il faut que je récupère sa date de fin de fabrication. C'est la même formule encore, sauf que cette fois-ci, le résultat va être dans la colonne fin. Donc ce qu'il y a dans le presse-papier, je peux le recopier, CTRL V, et changer cette plage de la fonction index, donc supr, par la colonne fin. Pareil, je fige les lignes 2 fois sur F4. Nous avons une formule assez longue, mais somme toute assez facile à écrire. À la fin, maintenant, je peux fermer ma fonction si et valider par CTRL Entrée. Disponibilité pièce. Vous vous doutez, c'est la même méthodologie. Quand est-ce qu'une pièce est disponible, d'accord? Quand elle a fini d'être fabriquée sur la machine précédente. Donc ici, pièce, quand est-ce qu'elle a été finie sur la machine précédente. Ici, nous voyons toute l'utilité d'avoir la machine M0, puisque à la machine MA, en théorie, il n'y a pas de machine précédente. Mais là, nous pouvons aller chercher une formule. Par contre, si cette même pièce n'est pas passée par la machine précédente, son temps opératoire ici est égal à 0, et bien dans ce cas-là, je récupère sa disponibilité théorique ici, disponibilité pièce. Nous venons d'énoncer ce que nous voulons faire. Nous inscrivons la formule. Cette fois-ci, elle est beaucoup plus simple puisque nous restons sur la même ligne. Égale si, quoi? Le temps opératoire de cette même pièce sur la machine précédente. Donc, je clique ici, est égal à 0. Donc, elle n'est pas passée. Dans ce cas-là, je récupère sa disponibilité pièce. Elle était disponible pour passer. Je clique ici. Sinon, je récupère sa date de fin. Ferme la parenthèse et je valide par CTRL Entrée. Date de début de fabrication. Pour qu'une pièce puisse être fabriquée, il faut et que la machine soit disponible et que la pièce soit disponible. Donc c'est au plus tard de ces deux valeurs, donc je vais récupérer la valeur max. Mais encore faut-il qu'elle passe par cette machine. Donc nous devons nous assurer avant que le temps opératoire qui est ici ne soit pas égal à 0. Sinon, la date de début, nous inscrirons 0. Bon, ben voilà. Maintenant, nous pouvons réaliser notre formule égale si le temps opératoire est égal à 0. Pas de début, nous mettons 0. Sinon, elle passe bien par cette machine. Nous récupérons donc la valeur max de disp_m et disp_p. Nous fermons la fonction max, nous fermons la fonction si, nous validons par CTRL Entrée. Temps opératoire. Le temps opératoire, c'est fonction et de la référence et de la machine. Et ceci, nous allons le récupérer dans notre tableau que nous avons nommé gamme. Donc c'est une recherche de valeur. Donc je sélectionne toute la plage. Recherche de valeur égale index. La matrice, nous l'avons nommée gamme. Le numéro de ligne nous est donné par la position de la référence dans la colonne A, donc qui dit recherche de position dit fonction équive, valeur cherchée, donc celle-ci, toujours dans la colonne A, donc 3 fois sur F4. Le tableau de recherche, nous l'avons nommé ref tout à l'heure, donc dans le tableau ref, et bien entendu, nous recherchons la valeur exacte. Nous fermons la fonction équive. Et maintenant, numéro de colonne. Numéro de colonne, nous allons chercher la position de la machine dans l'entête de gamme.
Donc, qui dit recherche de position, dit fonction équive. Équive, donc la machine. Alors, la machine, hein, quand je vais me décaler sur une autre machine, pas de souci, hein, les colonnes vont se décaler. Par contre, elle se trouve toujours dans la ligne 11. Donc, il va falloir figer la ligne une fois, deux fois sur F4. Tableau de recherche, nous l'avons nommé en tête. Bien entendu, nous recherchons la valeur exacte. Je peux fermer ma fonction équive et maintenant je peux fermer ma fonction index et valider par contrôle-entrée, je récupère les temps opératoires. Vérifions. La pièce de référence 5 sur la machine AMA a un temps opératoire de 6. La pièce de référence 5 sur la machine AMA a un temps opératoire de 6. 3, 5, 1, voilà, c'est bon. Date de fin de fabrication. C'est la date de début plus le temps opératoire. Et comme nous avons fait attention à mettre 0 si elle ne passait pas, et que le temps opératoire dans ce cas-là serait égal à 0, nous pouvons faire une somme classique. Égale somme de ces deux valeurs. Et nous pouvons valider par contrôle-entrée. Enfin, ici dans diffs, je rappelle, un temps éventuel d'attente de la machine, la machine est disponible, mais la pièce ne l'est pas, et la machine va attendre la pièce. Donc, ce qui veut dire que la valeur de disp P est supérieure à disp M. Donc, si disp P est supérieur à disp M, nous effectuons la soustraction. Sinon, la machine n'attend pas, et c'est égal à 0. Mais encore faut-il que la pièce passe par cette machine pour que la machine attende. Puisque la pièce peut très bien ne pas être disponible, mais ne pas passer par cette machine. Donc nous avons deux conditions à tester. Alors, inscrivons la formule. Égale si, deux conditions à tester. Et 1, que le temps opératoire ne soit pas égal à 0. Donc, temps opératoire différent de 0. 2, de 0. 2, que la disponibilité de pièces soit supérieure à la disponibilité machine. Disp P, strictement supérieur, ou supérieur ou égal, hein, peu importe, ça ne change pas grand-chose là, à disp M. Nous fermons la fonction et point virgule. Que faisons-nous? Dans ce cas-là, nous effectuons la soustraction. Disp P moins disp M. Dans le cas contraire, la machine n'a pas besoin d'attendre, donc 0. Nous fermons la fonction ci et nous validons par contrôle-entrée. Bien entendu, sur la première machine, toutes les pièces sont disponibles dès le départ. Il n'y a pas de temps d'attente. Alors, ensuite, ici, pour la pièce fictive, nous rapatrions tous ces critères égaux à 0. Contrôle-entrée. Voilà. Alors, maintenant, pour les autres machines. Pour la première machine, nous avons fait attention à figer tout ce qui devait l'être. Cellules, colonnes et lignes. Nous pouvons donc dupliquer tout cela sur les autres machines jusqu'à la fin. Vérifions le résultat. Ici, nous avons bien une valeur max de 26, donc le délai final serait de 26. Nous avons les dates de fin de chaque pièce. Alors certains peuvent être effrayés, attention, ici il n'y a pas de date de fin. Oui, mais quoi? La pièce n'est pas passée par cette machine, donc c'est bien disp P qu'il va falloir rapatrier. Et disp P ici correspond bien à la date de fin de fabrication sur la machine précédente. Alors maintenant, on va rapatrier ces résultats dans le tableau qui se trouve ici. Donc le délai final, c'est bien la valeur max de ce qui se trouve dans ces deux colonnes, et la colonne fin et la colonne disp P. Alors, écrivons la formule, égale max, première plage de cellules ici, point virgule, deuxième plage, valeur de fin de fabrication. Fermons la parenthèse et nous validons. Alors maintenant, rapatrions le délai final de chaque pièce. Donc ce sera bien le max entre disp P et disp fin, ici, pour chaque pièce. Égale max. Il va y avoir deux valeurs à rapatrier. Donc index. La matrice. Alors pour la première matrice, prenons celle-ci, disp P là.
Et toujours dans cette matrice, F4, point virgule. Le numéro de ligne. Alors, le numéro de ligne, si je regarde, je peux prendre la position de la référence là-dedans et ça sera exactement à la même place ici. Donc, qui dit position dit équive de la référence qui se trouve donc en regard et c'est toujours dans la colonne A. Donc 3 fois sur F4, point virgule, dans quelle matrice que nous avons nommée ref, et bien entendu la valeur exacte. Là, nous pouvons fermer notre fonction index, hein, c'est une matrice à une seule dimension. Nous venons de rapatrier la première valeur. Pour la seconde valeur, eh bien, c'est exactement la même recherche, sauf que c'est encore la matrice de la fonction index qui va changer. Donc, copier, CTRL V. Et ici, il me semble que c'était AD, je vais aller vérifier quand même. Hein, je remplace ça, AD. Là, je vais fermer ma fonction max. Et avant de valider, je vais bien vérifier que fin se trouve dans AD, oui c'est bien cela. Donc je peux valider par CTRL Entrée. Donc j'obtiens 20, 22, 26, 17, allons vérifier quand même. Alors 20, oui mais ici ça se trouve dans dispp, 22, 26, 17, impeccable. Donc nous avons réalisé assez facilement tous les calculs et nous avons toutes les informations dont nous avons besoin. Non seulement le délai final de chaque pièce et le délai final de l'ensemble, mais aussi les débuts et fins de fabrication, ainsi que les temps d'attente éventuels des machines. Or, ceci se trouve dans un tableau, c'est difficilement lisible. Et encore que, ici, il n'y a que 4 pièces et 4 machines, imaginez si nous multiplions et le nombre de pièces et le nombre de machines. C'est pour cela que je vous invite dans la vidéo prochaine à réaliser le Gantt issu de nos calculs. Alors j'espère que cela vous a intéressé, que cela vous a été utile. Dans ce cas, n'hésitez pas, lâchez-moi un petit pouce bleu, faites-moi part de vos commentaires, j'en tiendrai compte, hein, et puis j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Et je vous dis à bientôt et bonne continuation.